Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, en 2019, près de 17% des Sénégalais de plus de 15 ans étaient au chômage. Une situation en partie responsable de l'immigration. Pour inverser la tendance, le gouvernement défend une politique qui s'articule autour de deux axes, la formation professionnelle et l'entrepreneuriat. Dans moins d'un mois, le 27 décembre 2020, les électeurs nigériens seront appelés aux urnes pour élire leur président. 30 candidatures ont été retenues et peu importe le vainqueur, les défis seront de taille, notamment sur le plan économique. Et puis au Soudan, la solidarité s'organise pour accueillir les réfugiés éthiopiens fuyant le conflit dans le Tigré et qui arrivent quotidiennement par milliers. La communauté internationale redoute une crise humanitaire de grande échelle. Mais tout d'abord, que se passe-t-il à Mekele ? Eh bien, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a lancé ce 26 novembre une offensive sur la capitale provinciale du Tigré. Des sources font part de combats à Wukro, à 40 km au nord de la ville. Des informations difficiles à vérifier puisque le Tigré est sous blocus militaire avec blocus des télécommunications. Les populations ont été appelées à rester chez elles pour éviter de s'exposer aux bombardements. Une délégation de l'Union africaine a été envoyée à Addis Abeba pour tenter d'obtenir un arrêt des hostilités et un dialogue entre l'État central éthiopien et les autorités régionales du Tigré. Au Sénégal, le gouvernement souhaite réduire de manière considérable le chômage des jeunes, mais en a-t-il la capacité ? Eh bien, selon certains observateurs, il faudra du temps pour un résultat véritablement palpable. Pour l'heure, l'accent est mis sur la formation professionnelle et sur l'apprentissage afin de mieux répondre aux besoins du marché du travail, mais également sur l'insertion professionnelle. Philomène Tine. Si l'Agence nationale de la statistique et de la démographie évalue le niveau du chômage des personnes âgées de 15 ans ou plus à 16,9% au quatrième trimestre de 2019 au Sénégal, ce chiffre ne semble pas prendre en compte ceux encore plus nombreux sans aucune qualification professionnelle, estiment les observateurs. À cela s'ajoute un marché du travail encore majoritairement informel dans le pays. Par ailleurs, le Sénégal fait actuellement face à une recrudescence du phénomène de l'immigration irrégulière qui a déjà fait plus de 480 migrants décédés en mer fin octobre selon l'organisation non gouvernementale Alarmophone. Nous avons fait un bond qualitatif dans la création d'emplois. C'est la raison pour laquelle le manque d'emploi est une cause, mais elle n'est pas la seule cause de l'immigration irrégulière. L'objectif aujourd'hui est de sensibiliser pour que nos jeunes comprennent qu'il est possible de rester dans ce pays et de vivre de son métier. Entre 2012 et 2019, le Sénégal est passé de 37 000 à 65 000 emplois formels répertoriés selon le gouvernement, alors que la population en âge de travail est estimée à plus de 13 millions dans le pays. Pour les observateurs, l'action du gouvernement sénégalais doit être orientée vers la résolution de cet épineux problème qu'est l'insertion des jeunes dans le marché du travail. Un pays comme le Sénégal n'a pas réussi à inscrire le problème de l'emploi de ces jeunes au panthéon de sa politique de développement. Pour régler un problème d'emploi, il faut d'abord disposer d'entreprises. L'État doit favoriser les créations d'entreprises et surtout par un partenariat public-privé qui donne naissance à des industries en lien avec nos besoins. Le rapport 2020 de l'Organisation internationale du travail affirme que le Sénégal occupe actuellement la 3e place parmi les pays les plus touchés par le chômage au monde. Qui sera le prochain président de la République du Niger ? Eh bien, le jeu est plus que jamais ouvert après l'invalidation de la candidature du principal opposant Hama Amadou à la présidentielle du 27 décembre. Plusieurs ténors espèrent parvenir à rassembler derrière eux. Le défi est de taille et les attentes sont nombreuses, notamment sur le plan économique. Explication avec Loretta Simbo. L'économie du Niger, basée principalement sur l'agriculture, qui représente près de 50% du produit intérieur brut du pays, tend à se diversifier ces dernières années. C'est d'ailleurs un défi majeur pour le président qui sera élu au terme du scrutin du 27 décembre prochain. Entre 2011 et 2019, le secteur de l'artisanat a connu une forte croissance et l'extraction des minerais au Niger est devenue une ressource non négligeable de revenus pour le pays.
Les principaux défis de l'économie du Niger sont, de mon point de vue, essentiellement de l'ordre de trois. Premièrement, le capital humain, qui est au centre des différents aspects du processus de développement et pour lequel le pays reste à la traîne. Deuxièmement, le financement et le développement des infrastructures qui sont globalement déficitaires et à mauvais état au Niger. Et enfin, la faiblesse de certaines institutions qui fait malheureusement le nid de certains fléaux à l'image de la corruption ou des malversations financières. Entre 2017 et 2019, à travers la mise en œuvre du programme d'appui aux réformes et à la résilience économique du pays, la Banque africaine de développement a accompagné le Niger dans l'assainissement de ses finances publiques pour améliorer la compétitivité de son économie. Selon les données de la Banque mondiale, le Niger est récemment sorti du rang des pays les plus pauvres d'Afrique de l'Ouest grâce à son produit intérieur brut estimé à 6,4% en 2019. Pour que l'économie du Niger s'accroisse davantage, il faudra que le gouvernement apporte des réponses idoines aux défis précédemment cités. Il faudra mettre l'accent sur la diversification, notamment en se focalisant sur 3 points. Donc le premier, c'est le fait de continuer à établir un climat propice aux affaires. Donc le second point, c'est le fait de développer des activités locales de transformation des ressources naturelles. Enfin, en raison de la taille modeste du marché nigérien et des difficultés aussi d'accès aux capitaux, le secteur privé du pays a besoin de l'appui des pouvoirs publics pour tirer parti des opportunités, stimuler l'innovation et élargir ses activités. Malgré son enclavement, l'économie du Niger est sur la voie du progrès. Le pays devrait toutefois faire face à d'importants défis dans les années à venir, et en particulier en ce qui concerne la bonne gestion des futures ressources qui proviendront de la montée en puissance de la production pétrolière. Récemment, le pays a repris ses exportations pétrolières vers le Nigeria. Le Niger produit depuis 2011 20 000 barils de pétrole par jour. Le gouvernement camerounais au chevet des PME, 2 milliards de francs CFA seront décaissés à leur profit pour faire face aux conséquences économiques du Covid-19. Un appui financier octroyé suivant des conditions d'éligibilité équitables et rigoureuses. 720 structures sont concernées. Plus de précisions avec Marie-Joëlle Mbalo. Une bouffée d'oxygène représentant 2 milliards de francs CFA pour les petites et moyennes entreprises et artisans camerounais dans le contexte de la crise de la Covid-19. Cette aide du ministère des petites et moyennes entreprises pour 720 structures et artisans rentre dans le cadre du fonds spécial pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions. C'est à l'intérieur de ce fonds maintenant que les pouvoirs publics puisent de l'argent pour pouvoir donc aider les acteurs de ce secteur-là. Je commencerai par citer le ministère des Finances qui a puisé 50 milliards dans ce fonds pour payer la dette interne des PME qui font face au coronavirus. Le ministère des PME également a puisé là-dedans 2 milliards de francs CFA pour pouvoir partager à 720 PME. Selon l'Institut national de la statistique, 90% d'entreprises au Cameroun éprouvent des difficultés à écouler leurs produits à cause du coronavirus. Ce financement est donc un regain d'espoir pour les petites et moyennes entreprises sinistrées qui vont bénéficier d'un appui direct de 1,5 milliard de francs CFA pour relever leur économie. Celle dédiée aux artisans et acteurs des sociétés coopératives fabriquant des masques artisanaux et des gels hydroalcooliques va donc s'élever à 500 millions de francs CFA. Il y avait des gens qui s'approvisionnaient en matières premières à l'étranger. On a eu à fermer. C'est vrai qu'on avait autorisé les vols cargo, mais quand vous transportez la matière première ou bien le produit fini par la voie aérienne pour chez vous, ça coûte 2, 3, 4 fois, sinon plus cher que le fret maritime. Voilà donc la grosse difficulté. Dans le cadre du programme de résilience économique et financière, plusieurs autres PME locales recevront des appuis par l'entremise d'autres départements ministériels, également bénéficiaires des allocations du Fonds national de solidarité pour la lutte contre le coronavirus. Pour rappel, l'enveloppe globale de ces appuis financiers est estimée à 32,7 milliards de francs CFA. Prévenir plutôt que guérir. Dans l'ambition de réduire d'au moins 50% le nombre d'accidents de la route, le Togo a récemment approuvé une nouvelle politique nationale sur la sécurité routière. Un plan structuré autour de 5 piliers, le management, les infrastructures, la qualité des véhicules, les usagers et bien évidemment les services de secours. Il sera accompagné d'un plan d'urgence de 4,8 millions d'euros. On fait le point tout de suite avec Marie-Raphaël Antolo. Le gouvernement togolais, réuni en Conseil des ministres mercredi 18 novembre 2020,
a adopté le projet de décret portant sur la politique nationale de la sécurité routière. Au cours de ce conseil, les autorités ont approuvé une politique structurée autour de 5 piliers: management, infrastructure, qualité des véhicules, usagers et secours, afin de réduire d'au moins 50% le taux de mortalité lié aux accidents routiers. Les mesures visant à réduire les accidents de la route au Togo sont principalement de 4 ordres. Le premier ordre, c'est de renforcer la qualité de formation des opérateurs et des conducteurs routiers. Il faut améliorer la compétence des auto-écoles et autres. La deuxième mesure serait de sensibiliser l'opinion sur les risques encourus lors d'une conduite en état d'ébriété ou lorsque la conduite se fait sans respecter les règles élémentaires du code de la route. Au premier semestre 2020, le pays a enregistré 2627 accidents routiers pour 241 décès et 3734 blessés. Selon le ministre des Transports, 68% de ces victimes sont dues aux accidents causés par les engins à 2 roues, les principales causes restant les mêmes: excès de vitesse, non-respect des feux de signalisation, conduite en état d'ébriété, refus de priorité, dépassement défectueux, défaut de maîtrise ou encore le stationnement sans signalisation. Une campagne de sensibilisation qui intègre la formation au niveau des auto-écoles et qui intègre la formation des enfants dans les écoles serait très appropriée pour imprégner le gouvernement et sensibiliser toutes les parties prenantes les usagers de la route sur l'importance de lutter collectivement contre les accidents de la route, c'est-à-dire de prendre des précautions au départ sur la qualité de la route, sur la qualité de la conduite, sur l'état du conducteur et sur le respect du code de la route. Dans le cadre d'un plan d'action prioritaire, le gouvernement s'est engagé à mobiliser 3,14 milliards de francs CFA sur une période de 2 ans, représentant la phase d'urgence. Notons que la recrudescence des accidents de la route au Togo a fait plus de 2600 victimes au premier semestre 2020. Dans le reste de l'actualité, pas de vaccin anti-Covid pour Madagascar. La Grande Île ne souhaite pas participer à la COVAX Facility, l'initiative mondiale d'accès aux vaccins contre le coronavirus. Les autorités préfèrent en effet capitaliser sur les investissements en matière de santé qu'elle a déjà réalisés. Plus concrètement, Madagascar mise sur les médicaments développés localement, à l'instar du Covid Organics pour vaincre la maladie. Un coup de semence pour les bailleurs de fonds qui espéraient encore convaincre le président Andry Rajoelina. Un par un, ce sont les mots qui résonnent ces derniers jours à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. Des milliers de personnes fuyant le conflit dans le Tigré arrivent quotidiennement dans le camp de transit d'Oum Amdaye. Sur place, la solidarité s'organise avec le concours des autorités soudanaises. Voyez ce sujet de Neile Claude Bessa. Face à la poursuite de l'afflux aux frontières soudanaises, de réfugiés éthiopiens de plus en plus nombreux à fuir le conflit dans la région du Tigré en Éthiopie, les autorités soudanaises continuent de mobiliser une assistance humanitaire pour venir en aide aux personnes déplacées arrivant au Soudan. Depuis le début du conflit le 7 novembre, des associations soudanaises ont organisé des collectes de dons auprès des populations locales pour soutenir les réfugiés, alors que le gouvernement soudanais prévoit que près de 200 000 Éthiopiens pourraient franchir la frontière au cours des prochains mois. Les autorités et les civils soudanais font tout ce qu'ils peuvent pour soutenir les réfugiés en leur fournissant de l'eau alimentaire et des abris, malgré les conditions difficiles de leur pays. L'élaboration d'un plan d'intervention ciblant 200 000 personnes sur une période de 6 mois a récemment été lancée en coordination avec les agences humanitaires. Les besoins les plus urgents concernent la nourriture, l'eau potable et les abris.
Les autorités soudanaises ont déclaré laisser leurs frontières ouvertes pour continuer d'accueillir les réfugiés éthiopiens. Les agences humanitaires de l'ONU ont lancé un appel de fonds afin d'aider plus de 45 000 réfugiés actuellement exilés au Soudan. Pour l'heure, la Commission de l'Union européenne mobilise une aide de 4 millions d'euros pour soutenir les réfugiés éthiopiens arrivant au Soudan. C'est une crise humanitaire majeure pour ces populations. Ces 4 millions d'euros vont être bénéfiques pour ces populations. Ça va leur permettre de pouvoir avoir accès à des besoins primaires. Je pense à se loger, à pouvoir se vêtir correctement, à pouvoir se nourrir. Et ils pourront également avoir accès à des soins de santé. Cette nouvelle crise des réfugiés survient au moment où le Soudan est lui-même confronté à une situation humanitaire catastrophique en raison de conflits, d'une crise économique de plus en plus grave, d'inondations d'une ampleur inédite et de la pandémie de coronavirus. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, une nouvelle édition de l'information.